La soirée s'étirait, longue et silencieuse, dans notre appartement haussmannien du 16e. Julien était absent, une de ces soirées où les affaires le réclamaient loin des murs familiers. J'avais choisi une robe de soirée élégante, espérant un retour qui ne viendrait pas. La maison résonnait du vide de son absence, un écho amplifié par le tic-tac régulier de l'horloge sur la cheminée. C'était dans ce calme fin, en cherchant une application pour commander un dîner tardif, que mon regard s'est arrêté sur son téléphone, oublié sur la table basse. Une négligence inhabituelle de sa part. Une impulsion, une curiosité malsaine peut-être, m'a poussé à le saisir. Mon cœur battait la chamade, une appréhension sourde me glaçait le sang. Je ne suis pas du genre à fouiner, mais ce soir-là, quelque chose était différent. Les notifications défilaient, des noms inconnus, des messages courts et cryptiques. Et puis, j'ai vu ce fil de conversation. Des mots creux, des promesses, des rendez-vous. Des mots qui n'étaient pas pour moi. Mon souffle s'est coupé. Les images ont commencé à se former dans mon esprit, déformant la réalité que je croyais connaître. Chaque message était un coup de poignard, une fissure dans le vernis de notre vie. La soirée, qui avait débuté dans une attente presque morne, se transformait en un cauchemar éveillé. J'ai continué à lire, incapable de m'arrêter, comme si je me flagellais volontairement. La vérité, nue et brutale, s'étalait devant moi, impitoyable. L'homme avec qui je partageais ma vie, mon lit, mes rêves, menait une double existence, une existence dont j'étais totalement exclu. La douleur était physique, une nausée profonde qui me tordait les entrailles. La maison, autrefois refuge, devenait une cage dorée remplie de mensonges. Mon souffle s'était bloqué dans ma gorge, une pierre froide et lourde. Les mollus sur l'écran de son téléphone continuaient de résonner dans le silence de l'appartement, chaque syllabe une morsure, chaque promesse une trahison. J'étais assise là, au milieu du salon, la robe de soirée élégante que j'avais choisie avec tant d'espoir désormais dérisoire, sentant le tissu précieux me brûler la peau comme une seconde peau de mensonge. L'horloge sur la cheminée continuait son tic-tac imperturbable, scandant les secondes d'une vie qui s'effondrait. L'air, d'ordinaire chargé du parfum discret de mon intérieur, me semblait soudain vicié, imprégné d'une odeur âcre de tromperie. Je ne pouvais pas bouger, pas vraiment. Mes mains tremblaient légèrement sur le téléphone, mais mon esprit était figé, incapable de traiter l'ampleur de ce que je venais de découvrir. Ce n'était pas juste un flirt, pas une erreur passagère. C'était une vie parallèle, tissée de mensonges et de rendez-vous secrets, une existence dont j'étais totalement exclue, et pire, dont j'étais la dupe consentante. Les images commençaient à défiler dans ma tête, construisant des scénarios qui faisaient écho aux mots crus que j'avais lus. Les absences de Julien, ces soirées d'affaires prolongées, ces voyages imprévus qui me semblaient déjà suspects, prenaient soudain un sens glacial et définitif. Chaque excuse, chaque sourire rassurant, chaque déclaration d'amour résonnait désormais comme une falsification grossière. La douleur était une vague qui montait, une nausée physique qui me serrait l'estomac. Je me sentais souillée, non pas par ses actes, mais par le fait d'avoir été le jouet de sa duplicité pendant si longtemps. L'appartement, ce cocon que nous avions construit ensemble, me paraissait soudain étranger, hostile. Les meubles familiers, les tableaux que nous avions choisis, les coussins moelleux sur le canapé où nous avions partagé tant de moments, tout prenait une teinte sinistre. C'était comme si les murs eux-mêmes avaient été complices de ces mensonges, gardant le secret de ces infidélités derrière leur façade haussmannienne impeccable. Je me suis levée, mes jambes flageolantes, et j'ai fait quelques pas dans le salon, comme une bête traquée dans sa propre cage. Le silence était assourdissant, amplifié par le tumulte intérieur qui me dévorait. J'avais besoin de voir, de confirmer, de comprendre comment l'homme que j'aimais avait pu me réduire à cette misère. C'est alors que j'ai entendu le bruit de la clé dans la serrure. Mon cœur a fait un bond douloureux. Julien. Il était rentré. Mon premier réflexe fut de cacher le téléphone, mais il était trop tard. La porte s'est ouverte sur son visage, un visage que je connaissais par cœur, mais qui, à cet instant précis, me semblait celui d'un étranger. Il portait son habituel sourire fatigué, mais pour moi, il était désormais déformé par la duplicité. Il a jeté un regard distrait vers moi, puis vers la table basse où son téléphone aurait dû être. Un léger froncement de sourcils a traversé son visage, vite dissipé. « Tu es encore debout, ma chérie ?» Sa voix était douce, familière, mais elle sonnait faux, comme une note discordante dans une symphonie. Il s'est approché, ses yeux cherchant les miens, sans doute pour évaluer l'impact de sa longue absence. Il s'est arrêté net en me voyant, mon visage certainement livide, mon corps tendu comme un ressort prêt à rompre. Il a aperçu le téléphone dans ma main. Son regard a changé, une lueur de panique fugace a traversé ses yeux avant qu'il ne retrouve une contenance étudiée. « Ah, tu l'as trouvé. Je l'avais oublié, je suis désolée. J'ai eu une journée mouvementée. »
Il a tenté un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Le flagrant délit. Il savait. Il savait que j'avais vu. L'air s'est épaissi entre nous, chargé d'une tension palpable. Je l'ai regardé, le téléphone toujours serré dans ma main, et j'ai senti la colère monter, une colère froide et implacable, balayant la douleur initiale. Le choc était là, indéniable, mais il n'était plus paralysant. Il était le catalyseur d'une prise de conscience brutale. La façade avait volé en éclats, révélant la laideur de la vérité. Et dans cet instant, au milieu de notre appartement haussmannien, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence n'était plus celui de l'attente, mais celui du jugement. La confrontation avec Julien, si brève fut-elle, avait été le détonateur. L'homme que j'avais aimé, que j'avais cru connaître, se tenait devant moi, son masque de façade fissuré par une panique à peine dissimulée. La découverte sur son téléphone n'était pas une simple erreur. C'était une vie entière bâtie sur le mensonge, une existence parallèle dont j'étais l'ignorante et complaisante spectatrice. La robe de soirée, autrefois symbole d'une soirée attendue, me semblait maintenant le costume d'une hypocrisie partagée. L'appartement haussmannien, ce cocon que nous avions façonné ensemble, se transformait sous mes yeux en une cage dorée, remplie d'échos de trahison. Dans le silence assourdissant qui suivit son entrée, je sentis quelque chose en moi basculer. La douleur, vive et lancinante, ne me paralysait plus. Elle se métamorphosait, se condensait en une colère froide, une détermination nouvelle qui commençait à brûler les vestiges de mon désespoir. Je ne serais pas la victime résignée, la femme abandonnée et brisée. L'image de Julien, son sourire faux, ses yeux fuyants, était gravée dans ma mémoire, non plus comme une blessure, mais comme un moteur. Il avait sous-estimé ma force, ma capacité à me relever. Il allait apprendre à ses dépens à quel point il s'était trompé. J'ai regardé Julien une dernière fois, ce fantôme dans mon salon, avant de me retourner et de quitter la pièce. Je ne lui ai pas adressé un mot, pas une explication. Il n'en méritait aucune. Mes pas me portaient vers la chambre, vers le silence de ma propre solitude, une solitude désormais consciente de sa cause. Sur la table de nuit, mon propre téléphone semblait m'appeler. Mes doigts tremblaient encore un peu en le saisissant, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui guidait mes gestes, c'était une résolution nouvelle. J'ai fait défiler les contacts, cherchant un nom familier, un visage ami. Mon regard s'est arrêté sur celui de Sophie. Ma Sophie. Mon roc. Mon ancre dans ce naufrage. Avec elle, je n'avais pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de masquer la dévastation. Elle comprendrait. Elle me soutiendrait. Un simple clic et le téléphone portait ma demande. Sophie, il faut que je te voie. Maintenant. C'est urgent. Un léger froncement de sourcils a traversé son visage, vite dissipé. Tu es encore debout, ma chérie? Sa voix était douce, familière, mais elle sonnait faux, comme une note discordante dans une symphonie. Il s'est approché, ses yeux cherchant les miens, sans doute pour évaluer l'impact de sa longue absence. Il s'est arrêté net en me voyant, mon visage certainement livide, mon corps tendu comme un ressort prêt à rompre. Il a aperçu le téléphone dans ma main. Son regard a changé, une lueur de panique fugace a traversé ses yeux avant qu'il ne retrouve une contenance étudiée. « Ah, tu l'as trouvé. Je l'avais oublié, je suis désolé. J'ai eu une journée mouvementée. » Il a tenté un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Le flagrant délit. Il savait. Il savait que j'avais vu. L'air s'est épaissi entre nous, chargé d'une tension palpable. Je l'ai regardé, le téléphone toujours serré dans ma main, et j'ai senti la colère monter, une colère froide et implacable, balayant la douleur initiale. Le choc était là, indéniable, mais il n'était plus paralysant. Il était le catalyseur d'une prise de conscience brutale. La façade avait volé en éclats, révélant la laideur de la vérité. Et dans cet instant, au milieu de notre appartement haussmannien, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence n'était plus celui de l'attente, mais celui du jugement. La confrontation avec Julien, si brève fut-elle, avait été le détonateur. L'homme que j'avais aimé, que j'avais cru connaître, se tenait devant moi, son masque de façade fissuré par une panique à peine dissimulée. La découverte sur son téléphone n'était pas une simple erreur. C'était une vie entière bâtie sur le mensonge, une existence parallèle dont j'étais l'ignorante et complaisante spectatrice. La robe de soirée, autrefois symbole d'une soirée attendue, me semblait maintenant le costume d'une hypocrisie partagée. L'appartement haussmannien, ce cocon que nous avions façonné ensemble, se transformait sous mes yeux en une cage dorée, remplie d'échos de trahison. Dans le silence assourdissant qui suivit son entrée, je sentis quelque chose en moi basculer. La douleur, vive et lancinante, ne me paralysait plus. Elle se métamorphosait, se condensait en une colère froide,
une détermination nouvelle qui commençait à brûler les vestiges de mon désespoir. Je ne serais pas la victime résignée, la femme abandonnée et brisée. L'image de Julien, son sourire faux, ses yeux fuyants, était gravée dans ma mémoire, non plus comme une blessure, mais comme un moteur. Il avait sous-estimé ma force, ma capacité à me relever. Il allait apprendre à ses dépens à quel point il s'était trompé. J'ai regardé Julien une dernière fois, ce fantôme dans mon salon, avant de me retourner et de quitter la pièce. Je ne lui ai pas adressé un mot, pas une explication. Il n'en méritait aucune. Mes pas me portaient vers la chambre, vers le silence de ma propre solitude, une solitude désormais consciente de sa cause. Sur la table de nuit, mon propre téléphone semblait m'appeler. Mes doigts tremblaient encore un peu en le saisissant, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui guidait mes gestes, c'était une résolution nouvelle. J'ai fait défiler les contacts, cherchant un nom familier, un visage ami. Mon regard s'est arrêté sur celui de Sophie. Ma Sophie. Mon roc. Mon ancre dans ce naufrage. Avec elle, je n'avais pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de masquer la dévastation. Elle comprendrait. Elle me soutiendrait. Un simple clic et le téléphone portait ma demande. Sophie, il faut que je te voie. Maintenant. C'est urgent. Maître Leclerc. Mon père avait fait appel à lui il y a quelques années. Il est réputé pour sa discrétion et son efficacité redoutable, surtout dans les affaires complexes de divorce et de patrimoine. Il est redoutable. Maître Antoine Leclerc. Le nom résonnait avec une promesse de justice. J'avais besoin de quelqu'un qui comprendrait la mécanique financière de Julien, qui saurait démanteler son empire bâti sur des mensonges. J'avais besoin d'un stratège. Peux-tu me le recommander et m'accompagner? Je ne me sens pas encore capable d'affronter ça seule. Sophia Shauri, un sourire rassurant. Bien sûr, Éléonore. Compte sur moi. Nous allons affronter ça ensemble. Quelques jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Maître Leclerc. L'atmosphère était sobre, élégante, empreinte d'une autorité tranquille. Des étagères remplies de livres de droit encadraient la pièce, et une grande fenêtre offrait une vue imprenable sur les toits de Paris. Maître Leclerc, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et au regard pénétrant, m'écoutait attentivement. J'avais apporté avec moi une mallette en cuir, contenant les premiers éléments que j'avais pu rassembler. Des relevés bancaires, quelques factures suspectes, et surtout, la preuve irréfutable de la double vie de Julien. J'ai exposé ma situation, la voix plus assurée que je ne l'aurais cru possible. J'ai parlé de la trahison, de l'impact sur mes enfants, de ma volonté de récupérer ce qui nous était dû, ce qui avait été construit sur mon travail et mon soutien, et qu'il avait dilapidé dans son insouciance et son égoïsme. Maître Leclerc a posé des questions précises, pointues, analysant chaque mot, chaque détail. Il ne montrait aucune émotion, mais je sentais son esprit vif à l'œuvre, bâtissant déjà les fondations d'une stratégie implacable. Madame Dubois, a-t-il commencé une fois mon récit terminé, son ton mesuré mais ferme. Votre situation est délicate, mais pas désespérée. Monsieur Moreau a commis des fautes graves, et la loi est de votre côté. Nous allons devoir agir avec méthode, patience et une détermination sans faille. Il a ouvert la mallette que je lui avais tendue, parcourant les documents d'un œil expert. Il semble que nous ayons un bon point de départ. Nous allons devoir remonter la piste de chaque transaction, identifier les actifs cachés, et surtout, préparer le terrain pour une confrontation qui sera, je vous le garantis, mémorable. En quittant son cabinet, je me sentais épuisé, mais aussi étrangement allégé. Un plan prenait forme. La vengeance n'était plus une chimère, mais une stratégie en marche. Le chemin serait long, ardu, mais j'avais trouvé mon allié. Et dans le silence de cette nouvelle étape, une pensée me traversa. Julien avait sous-estimé ma force. Il allait le regretter amèrement. Le bureau de Maître Leclerc était devenu mon nouveau sanctuaire. Les jours qui suivirent ma première visite s'étaient transformés en une immersion totale dans les arcanes de la finance et du droit, sous la tutelle experte de cet homme à la sérénité déconcertante. L'appartement haussmannien, autrefois le théâtre de nos joies, était désormais un lieu à éviter, un rappel constant de la mascarade. Ma vie se déroulait désormais entre ces murs sobres, parmi les dossiers méticuleusement placés et les conseils avisés de mon avocat. Maître Leclerc avait une façon singulière de disséquer la vie de Julien, la réduisant à une série de chiffres, de transactions suspectes, de sociétés écrans et de flux financiers opaques. Chaque relevé bancaire, chaque facture, chaque contrat était passé au crible avec une précision chirurgicale. Il ne s'agissait pas seulement de prouver l'infidélité de Julien, mais de démanteler l'édifice de mensonges sur lequel il avait bâti notre vie commune, et surtout la sienne. Mon rôle était celui d'une archiviste méticuleuse, triant, organisant, fournissant les pièces du puzzle que j'avais commencé à assembler.
L'ancienne Éléonore, celle qui s'occupait des repas et des devoirs, était en train de disparaître, remplacée par une stratège implacable. « Regardez ici, Madame Dubois », me dit-il un après-midi, pointant un graphique complexe sur son écran. Cette société offshore aux îles Caïmans. Elle a été créée juste après la naissance de Léo. Un timing intéressant, n'est-ce pas? Les fonds qui y transitent proviennent de commissions occultes sur les contrats de votre mari. Mon estomac se serra. La naissance de mon fils, un moment de bonheur pur, avait coïncidé avec le début de sa dissimulation la plus cynique. La colère montait en moi, une flamme froide alimentée par chaque nouvelle découverte. Nous avons passé des heures à décortiquer les comptes, à identifier les actifs cachés, à retracer le parcours de l'argent volé. Maître Leclerc m'expliquait la complexité des montages financiers, les subtilités juridiques, les failles potentielles dans le système de Julien. Il me préparait, me formant à comprendre les mécanismes qui avaient servi à me tromper, pour mieux les retourner contre lui. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ce qui nous appartenait de droit, mais de lui infliger une défaite cuisante, une humiliation financière qui reflèterait la profondeur de sa trahison. Votre force, Madame Dubois, réside dans votre connaissance intime de ses habitudes, de ses faiblesses, m'avait-il confié lors de notre première rencontre. Je commençais à comprendre. Julien, dans son arrogance, avait toujours cru que sa façade de succès et de respectabilité suffisait à masquer ses turpitudes. Il avait oublié que j'avais partagé sa vie, ses succès comme ses échecs, que j'avais été le témoin silencieux de ses ambitions dévorantes. La mallette en cuir, autrefois symbole de mes modestes contributions à notre foyer, était devenue mon arsenal. Elle contenait désormais les preuves tangibles de la culpabilité de Julien. Chaque feuille de papier, chaque chiffre, chaque nom était une arme potentielle. Je sentais en moi une transformation profonde. La douleur initiale s'était muée en une détermination farouche. Il ne s'agissait plus de sauver un mariage, mais de mener une bataille pour ma dignité, pour l'avenir de mes enfants. Maître Leclerc me guidait, me conseillait, mais l'impulsion, la rage contenue, venait de moi. Il avait vu en moi une combattante, et je ne comptais pas le décevoir. L'heure de la vengeance approchait, et elle serait implacable. Ma vie s'était métamorphosée. Le bureau de Maître Leclerc était devenu mon nouveau foyer, un lieu où les chiffres et les clauses juridiques remplaçaient les rires et les soucis du quotidien. Chaque jour passé à éplucher les comptes de Julien, à remonter le fil de ses malversations, me détachait un peu plus de l'existence que je croyais connaître. Cette immersion dans la froide logique de la finance était, paradoxalement, un baume sur la plaie vive de sa trahison. J'apprenais à voir Julien non plus comme le père de mes enfants, mais comme une équation à résoudre, un adversaire dont il fallait déjouer les stratégies. Cette transformation, cependant, ne se faisait pas sans douleur, surtout lorsqu'il s'agissait de mes enfants. Clara, avec son adolescence déjà si compliquée, semblait à peine remarquer mon absence. Elle était plongée dans son propre univers, ses préoccupations sociales et ses amitiés prenant le pas sur tout le reste. J'observais sa distance, son indifférence calculée, et une part de moi se sentait coupable, comme si je lui avais déjà tourné le dos, anticipant une rupture inévitable. Mais quelle autre option avais-je? Continuer à vivre dans le déni, à maintenir une façade qui s'effondrait à chaque instant? Léo, lui, était différent. Plus sensible, plus attentif aux changements subtils dans l'atmosphère familiale, et il sentait que quelque chose n'allait pas. Ses questions devenaient plus insistantes, ses regards plus interrogateurs. « Maman, pourquoi tu es toujours au téléphone avec Maître Leclerc? Ou papa rentre tard tous les soirs, est-ce qu'il travaille beaucoup ?» me demandait-il, les yeux pleins d'une inquiétude enfantine. Chaque question était un coup de poignard, un rappel de la mascarade dans laquelle nous vivions. Je répondais avec des demi-vérités, des sourires forcés, essayant de le rassurer tout en sentant le gouffre se creuser entre nous. Je ne pouvais pas lui expliquer la vérité, pas encore. Comment un enfant de 12 ans pourrait-il comprendre la profondeur d'une telle trahison, la complexité d'une bataille juridique qui s'annonçait? Je me sentais coupable de lui cacher la réalité, mais plus encore, je craignais l'impact dévastateur que cette vérité aurait sur son innocence. Lors d'une conversation avec Sophie, elle m'avait fait remarquer cette distance croissante. « Tu sembles ailleurs, Éléonore. » Même avec les enfants. Elle avait raison. Mon esprit était ailleurs, entièrement focalisé sur la stratégie, sur les prochaines étapes de ma revanche. Les moments que je passais avec Clara et Léo étaient teintés d'une mélancolie nouvelle, d'une anticipation des bouleversements à venir. Je les aimais plus que tout, mais je devais me préparer à un avenir où leur père serait absent, où notre vie serait radicalement différente. Je commençais, sans même m'en rendre compte, à les préparer à cette éventualité, en me détachant doucement, en construisant une armure émotionnelle autour de moi pour affronter ce qui allait arriver. C'était un processus douloureux, un sacrifice silencieux, mais nécessaire.
Le chemin vers ma propre résurrection passait par cette séparation progressive, une forme de protection préventive contre la tempête qui s'annonçait. Le bureau de Maître Leclerc était devenu mon monde. Les jours s'étiraient, rythmés par l'analyse de documents, la traque de flux financiers, la construction minutieuse de mon dossier. Julien, lui, continuait sa vie, inconscient du piège qui se refermait lentement. Il rentrait tard, sentait l'indifférence de plus en plus palpable, mais mettait cela sur le compte de ma fatigue ou de mes propres préoccupations. Il ne pouvait imaginer que ma préoccupation principale était désormais de le détruire. Il avait agir. Maître Leclerc m'avait conseillé la patience, la stratégie, mais une première implosion, une première fissure dans la façade de Julien, était nécessaire. Il fallait qu'il commence à douter, à ressentir une pression subtile, une inquiétude rampante. L'objectif n'était pas encore la confrontation directe, mais une lente érosion de sa certitude. J'ai choisi un soir où il avait annoncé un dîner tardif avec des clients importants. Il avait l'habitude de me prévenir à la dernière minute, me laissant gérer le dîner des enfants, les devoirs, le quotidien. Cette fois, j'ai décidé de jouer ma carte. Juste avant qu'il ne quitte l'appartement, je me suis approché de lui, un sourire doux, presque résigné, aux lèvres. « Julien, j'ai une petite requête. » ai-je dit, ma voix aussi neutre que possible. « J'ai besoin de ta carte de crédit ce soir. » Il s'est arrêté, surpris. « Ma carte? Pourquoi faire, Éléonore? » « Oh, rien de particulier. Juste, j'ai vu une petite robe sur Internet, une occasion qui ne se représentera pas. Et je sais que tu préfères que je sois présentable quand tu invites des gens. » J'ai marqué une pause, le laissant absorber cette requête inhabituelle. De plus, j'ai besoin de faire quelques courses pour Léo demain matin, et je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Son regard s'est fait plus soupçonneux. « Tu n'as pas ton propre argent? » « Si, bien sûr, mais disons que les choses sont un peu serrées en ce moment, n'est-ce pas? Avec tous les projets que tu as. » J'ai laissé planer le sous-entendu, le lien entre ces projets et ces dépenses cachées et une potentielle gêne financière. C'était un coup bas, je le savais, mais nécessaire. Il a hésité, son regard balayant mon visage à la recherche d'un indice, d'une faille. Je me suis efforcée de maintenir mon masque de femme dévouée, un peu dépassée, mais toujours soucieuse de son image. Il a finalement sorti son portefeuille, le geste un peu brusque. « Tiens, » a-t-il dit en me tendant sa carte. « Ne fais pas de folie. Et sois raisonnable avec Léo. »« Bien sûr, Julien. »« Merci, » ai-je répondu, en saisissant la carte. Ce n'était qu'une petite transaction, un achat dérisoire, mais le simple fait de posséder sa carte, de pouvoir l'utiliser à ma guise, avait une saveur particulière. C'était un premier pas, une preuve tangible que le pouvoir commençait à basculer. Ce soir-là, en rentrant du bureau de Maître Leclerc, je me suis arrêtée dans une petite boutique de luxe. J'ai acheté la robe, une pièce simple mais élégante. Puis, j'ai fait un détour par une banque et j'ai retiré une somme modeste en espèces. Le reste de la soirée, j'ai gardé la carte dans ma main, une sensation étrange de contrôle émergeant de la douleur. Julien allait rentrer, fatigué, satisfait de sa soirée. Il ne savait pas encore que j'avais planté la première graine du doute, que la mécanique de sa chute venait d'être subtilement enclenchée. L'inquiétude qu'il avait ressentie, même fugace, était le premier signe de sa future déstabilisation. C'était un début. Un début très discret, mais un début tout de même. Le piège se referme. L'idée avait germé dans mon esprit comme une graine venimeuse, nourrie par la douleur et la colère. Maître Leclerc avait approuvé, y voyant une manœuvre stratégique audacieuse. Il fallait frapper fort, et surtout, frapper là où Julien ne s'y attendrait jamais, en plein cœur de son univers social, celui qu'il exhibait avec tant de fierté. J'ai réservé une table pour 6 personnes au pavillon des Sens, un de ces établissements où l'on se rend pour être vu, pour y afficher sa réussite. Le cadre était parfait, feutré, discret, mais empreint d'une certaine solennité. L'endroit idéal pour orchestrer la chute d'un homme. La date fixée, j'ai commencé les invitations. Julien, bien sûr. Ensuite, Sophie, mon alliée indéfectible, dont la présence serait un soutien silencieux mais essentiel. Et puis, le cœur du piège. Quelques figures influentes du cercle professionnel de Julien, des personnes qu'il courtisait, des partenaires potentiels, des rivaux. Des témoins de sa future humiliation. J'ai veillé à ce que les invitations soient subtiles, laissant entendre une simple soirée mondaine, une occasion de renforcer les liens. Julien, flatté par cette initiative, n'y a vu que du feu. Il se préparait à briller, ignorant qu'il marchait droit vers le précipice. Les jours précédant le dîner furent une torture mêlée d'une excitation malsaine. Chaque interaction avec Julien était un jeu d'acteur. Je jouais la femme épanouie,
celle qui s'investit dans la vie sociale de son mari, celle qui anticipe ses désirs. Sous cette façade, mon esprit était ailleurs, revivant chaque détail des conversations avec Maître Leclerc, peaufinant les phrases qui allaient tout faire basculer. J'avais préparé une mallette en cuir, discrètement dissimulée sous une pile de dossiers à l'appartement. Elle contenait les preuves irréfutables de ces malversations, des documents qui parleraient plus fort que toutes mes accusations. Le soir venu, j'ai enfilé une robe de soirée élégante, celle que j'avais achetée avec son argent, un symbole ironique de sa propre avarice. En me regardant dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. La femme effacée avait laissé place à une stratège implacable. J'ai jeté un dernier regard à Clara et Léo, qui dînaient ce soir-là chez des amis. Il était hors de question qu'ils soient témoins de ce spectacle. Ma vengeance ne devait pas les atteindre directement, pas encore. Arrivé au restaurant, Julien rayonnait. Il saluait ses invités avec cette assurance qui m'avait autrefois tant séduite et que je détestais désormais. Sophie s'est assise à mes côtés, son regard empreint d'une compassion que j'ai tenté d'ignorer. Les conversations tournaient autour de leurs affaires, de leurs projets. Julien dominait la table, fier de son succès apparent. C'est alors, au milieu d'un éloge de sa propre perspicacité financière, que j'ai sorti la mallette. Le silence s'est fait, lourd, palpable. Les regards se sont tournés vers moi. Julien a écarquillé les yeux, une lueur d'inquiétude commençant à poindre. Le moment était venu. Le piège était refermé. La partie la plus difficile commençait. Le silence qui s'abattit sur la table du pavillon des sens fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les convives, jusque-là absorbés par leur conversation mondaine, tournèrent leur regard vers moi, puis vers Julien. Son visage, autrefois rayonnant, se décomposait lentement, une teinte violacée montant à ses joues. La mallette en cuir reposait devant moi, ouverte, révélant son contenu. Des relevés bancaires, des copies de virements suspects, des courriels compromettants. Des preuves tangibles de ses escapades financières, de ses mensonges, de sa double vie. « Julien, » commençai-je, ma voix étrangement calme, résonnant dans le silence tendu. « Il est temps que nos amis comprennent la véritable nature de tes affaires. » Il tenta de protester, un murmure rauque s'échappant de ses lèvres, mais je ne lui laissai pas le temps. Maître Leclerc avait minutieusement préparé ce moment, et je ne comptais rien gâcher. « Pendant que tu te vantais de tes succès, Julien, » continuai-je, posant un doigt sur un relevé, « tu dilapidais notre patrimoine. Tu empruntais, tu spéculais, tu cachais. Et pas seulement de l'argent. Je pris une photographie dans la mallette, une image subtile mais éloquente, et la fis circuler. Les visages autour de la table se crispèrent. Julien se leva brusquement, renversant sa chaise dans un fracas métallique. « C'est un mensonge. Une invention. » hurla-t-il, son regard fou balayant la pièce, cherchant une issue, un secours. « Est-ce un mensonge, Julien ?» demandai-je, me tournant vers Sophie, qui me regardait avec une compassion teintée d'admiration. Elle secoua la tête, ses yeux ne quittant pas ceux de Julien. Les preuves sont là. Les dates, les montants, les destinataires. Et ceci. Je sortis une clé USB cryptée, contient tout le reste. Les conversations, les arrangements secrets, la véritable identité de certaines personnes. Des témoins de sa future humiliation. J'ai veillé à ce que les invitations soient subtiles, laissant entendre une simple soirée mondaine, une occasion de renforcer les liens. Julien, flatté par cette initiative, n'y a vu que du feu. Il se préparait à briller, ignorant qu'il marchait droit vers le précipice. Les jours précédant le dîner furent une torture mêlée d'une excitation malsaine. Chaque interaction avec Julien était un jeu d'acteur. Je jouais la femme épanouie, celle qui s'investit dans la vie sociale de son mari, celle qui anticipe ses désirs. Sous cette façade, mon esprit était ailleurs, revivant chaque détail des conversations avec Maître Leclerc, peaufinant les phrases qui allaient tout faire basculer. J'avais préparé une mallette en cuir, discrètement dissimulée sous une pile de dossiers à l'appartement. Elle contenait les preuves irréfutables de ces malversations, des documents qui parleraient plus fort que toutes mes accusations. Le soir venu, j'ai enfilé une robe de soirée élégante, celle que j'avais achetée avec son argent, un symbole ironique de sa propre avarice. En me regardant dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. La femme effacée avait laissé place à une stratège implacable. J'ai jeté un dernier regard à Clara et Léo, qui dînaient ce soir-là chez des amis. Il était hors de question qu'ils soient témoins de ce spectacle. Ma vengeance ne devait pas les atteindre directement, pas encore. Arrivé au restaurant, Julien rayonnait. Il saluait ses invités avec cette assurance qui m'avait autrefois tant séduite et que je détestais désormais. Sophie s'est assise à mes côtés, son regard empreint d'une compassion que j'ai tenté d'ignorer. Les conversations tournaient autour de leurs affaires,
de leur projet. Julien dominait la table, fier de son succès apparent. C'est alors, au milieu d'un éloge de sa propre perspicacité financière, que j'ai sorti la mallette. Le silence s'est fait, lourd, palpable. Les regards se sont tournés vers moi. Julien a écarquillé les yeux, une lueur d'inquiétude commençant à poindre. Le moment était venu. Le piège était refermé. La partie la plus difficile commençait. Le silence qui s'abattit sur la table du pavillon des sens fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les convives, jusque-là absorbés par leur conversation mondaine, tournèrent leur regard vers moi, puis vers Julien. Son visage, autrefois rayonnant, se décomposait lentement, une teinte violacée montant à ses joues. La mallette en cuir reposait devant moi, ouverte, révélant son contenu. Des relevés bancaires, des copies de virements suspects, des courriels compromettants. Des preuves tangibles de ses escapades financières, de ses mensonges, de sa double vie. « Julien, commençai-je, ma voix étrangement calme, résonnant dans le silence tendu. Il est temps que nos amis comprennent la véritable nature de tes affaires. » Il tenta de protester, un murmure rauque s'échappant de ses lèvres, mais je ne lui laissai pas le temps. Maître Leclerc avait minutieusement préparé ce moment, et je ne comptais rien gâcher. « Pendant que tu te vantais de tes succès, Julien, continuai-je, posant un doigt sur un relevé, tu dilapidais notre patrimoine. Tu empruntais, tu spéculais, tu cachais. Et pas seulement de l'argent. Je pris une photographie dans la mallette, une image subtile mais éloquente, et la fis circuler. Les visages autour de la table se crispèrent. Julien se leva brusquement, renversant sa chaise dans un fracas métallique. « C'est un mensonge. Une invention. » hurla-t-il, son regard fou balayant la pièce, cherchant une issue, un secours. « Est-ce un mensonge, Julien ?» demandai-je, me tournant vers Sophie, qui me regardait avec une compassion teintée d'admiration. Elle secoua la tête, ses yeux ne quittant pas ceux de Julien. « Les preuves sont là. Les dates, les montants, les destinataires. Et ceci. » Je sortis une clé USB cryptée, contient tout le reste. Les conversations, les arrangements secrets, la véritable identité de certaines personnes. Le silence de mes enfants avait été assourdissant, une chape de plomb sur mon propre soulagement teinté d'amertume. Les heures qui suivirent la révélation au pavillon des sens furent un empurgatoire. L'appartement haussmannien, autrefois un havre de paix familiale, résonnait désormais des murmures de la catastrophe. Maître Leclerc avait promis une chute rapide, et il tenait parole. Les appels commencèrent à affluer, pas vers moi, mais vers Julien. Des appels qui, je le savais, n'apportaient que mauvaises nouvelles. Les premiers jours furent marqués par une attente fébrile. Julien, privé de sa liberté de mouvement par les premiers gels d'actifs, se tairait. Ses appels, d'abord furieux, se firent suppliants. Il me demandait de l'aide, de l'intercession, comme si j'étais encore la femme dévouée qui pardonnait facilement. Mais cette femme n'existait plus. Elle avait été consumée par la trahison, remplacée par une force froide et calculatrice. Je ne répondis pas à ses appels. Ma seule communication se fit par l'intermédiaire de Maître Leclerc, qui me tenait informé des développements implacables. Les nouvelles tombèrent comme une pluie d'acide. Les banques, alertées par les preuves accablantes de fraude et de détournement de fonds, avaient agi avec une rapidité surprenante. Tous les comptes de Julien, y compris ceux qu'il croyait à l'abri, étaient gelés. Les investissements spéculatifs, sa principale source de revenus illicites, s'étaient évaporés, emportant avec eux les illusions de richesse qu'il avait si habilement bâties. Les créanciers, auparavant tenus à distance par son assurance insolente, se manifestèrent, réclamant leur dû avec une voracité nouvelle. Sa réputation, patiemment construite sur des apparences trompeuses, vola en éclats. Les sociaux, les partenaires d'affaires, ceux qui l'avaient admiré et envié, le fuyaient désormais comme la peste. Les invitations prestigieuses cessèrent, les conversations mondaines se transformèrent en chuchotements accusateurs. Il était devenu un paria, un exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Le bureau de Maître Leclerc était devenu mon second chez moi. Là, dans le calme feutré de son cabinet, entouré de dossiers et de documents, je suivais la démolition méthodique de l'empire de Julien. Chaque notification de gel d'actifs, chaque lettre de mise en demeure, chaque article de presse éphémère mais dévastateur était une victoire. Ce n'était pas une joie exubérante, mais une satisfaction profonde, le sentiment d'une justice enfin rendue, aussi amère soit-elle. J'ai vu la villa de luxe de Julien sur la Côte d'Azur, symbole ostentatoire de sa fortune bâtie sur le mensonge, être mise sous séquestre. Les images de cette demeure, autrefois synonyme de réussite, devenant la cible des huissiers, me rappelaient que la chute pouvait être aussi spectaculaire que l'ascension. Pendant ce temps,
Clara et Léo naviguaient dans les décombres de leur monde. Leur regard vers moi était empreint d'une tristesse nouvelle, mais une compréhension tacite de la gravité de la situation. Ils avaient vu leur père, l'homme fort et sûr de lui, se transformer en une ombre inquiète, accablée par les conséquences de ses actes. Leur innocence était brisée, mais une forme de maturité précoce commençait à poindre. Ils ne me demandaient plus de pardon pour leur ignorance, mais cherchaient une explication, un sens à ce chaos. Le chemin vers la reconstruction s'annonçait long, mais la première étape, celle de la vérité brutale, était franchie. La chute de Julien était le prélude à ma propre résurrection. La chute de Julien fut une tempête qui balaya notre vie, mais pour moi, elle marquait le début d'une lente et nécessaire reconstruction. Les jours qui suivirent la débâcle au pavillon des Sens furent étrangement calmes, un silence lourd de conséquences. Tandis que Julien sombrait dans le chaos de ses affaires ruinées, moi, Éléonore, je me découvrais une force insoupçonnée. L'appartement haussmannien, autrefois le théâtre de mes illusions, devint le lieu de ma métamorphose. Ce n'était plus la femme effacée, dévouée corps et âme à un mari manipulateur, qui se levait chaque matin. Une nouvelle Éléonore émergeait, une femme aux épaules redressées, le regard clair, débarrassée du poids des mensonges. Maître Leclerc, dans son bureau feutré, était devenu mon guide dans ce nouveau monde. Il m'avait ouvert les portes d'une réalité financière que Julien avait habilement dissimulée, mais qu'il avait aussi, par sa négligence, laissée vulnérable. Avec une précision chirurgicale, il m'expliquait les rouages complexes des sociétés, les subtilités des investissements, les stratégies pour sécuriser ce qui pouvait encore l'être. Je me souviens de ces après-midi passés à étudier des documents, non plus avec la peur au ventre, mais avec une curiosité grandissante. Le smartphone d'Éléonore, autrefois l'instrument de sa surveillance, se transforma en outil de gestion. J'apprenais à naviguer dans les plateformes bancaires en ligne, à décrypter des bilans, à comprendre le langage de l'argent. Ce n'était pas une transformation rapide, pas un conte de fées où tout s'arrangeait en un clin d'œil. C'était un travail acharné, une lutte constante contre l'ignorance et le découragement. Mais chaque petite victoire, chaque concept financier assimilé, renforçait ma détermination. Sophie, fidèle à son habitude, était là, un soutien indéfectible. Nos conversations au café, le petit bistrot, n'étaient plus des lamentations sur le passé, mais des échanges stratégiques sur l'avenir. Elle m'encourageait, me rappelait mes qualités, celles que Julien avait si longtemps ignorées. « Tu as toujours été plus intelligente que lui, Éléonore », me disait-elle, un sourire aux lèvres. « Il ne t'a juste jamais laissé le montrer. » Ces mots étaient un baume sur mes blessures, une validation de ma nouvelle identité. J'ai commencé à explorer des pistes que Julien n'aurait jamais envisagées. Loin de ses placements spéculatifs et de ses affaires opaques, je me suis tournée vers des secteurs plus stables, plus éthiques. Maître Leclerc m'a aidé à monter une petite structure, une société de conseil spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les petites entreprises. L'idée était audacieuse, peut-être même un peu folle, mais elle me ressemblait. Elle incarnait la résilience, la capacité à rebâtir sur des cendres. Les enfants, Clara et Léo, observaient ce changement avec une mixture de surprise et d'appréhension. Ils voyaient leur mère, autrefois si effacée, prendre une assurance nouvelle, gérer des rendez-vous, prendre des décisions. Leur regard interrogateur me rappelait la fragilité de leur monde brisé, mais aussi leur capacité d'adaptation. Je savais que le chemin serait long pour eux aussi, mais j'avais l'intime conviction que ma propre résilience leur offrirait un nouveau modèle, une nouvelle espérance. La vengeance avait eu son prix, mais elle m'avait aussi libérée. Elle m'avait rendue à moi-même, plus forte, plus lucide, prête à affronter ce que l'avenir me réservait. Ma transformation n'était pas encore achevée, mais j'avais franchi le cap le plus difficile, celui de reprendre le contrôle de ma propre vie. Le silence dans l'appartement haussmannien avait pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus le silence lourd de la culpabilité ou de l'attente, mais celui, plus apaisant, de la vérité enfin installée. Clara et Léo étaient assis en face de moi, leurs jeunes visages marqués par une gravité inhabituelle pour leur âge. Léo, le plus jeune, serrait contre lui un vieux nounours usé, un refuge familier dans ce monde bouleversé. Clara, elle, avait levé les yeux vers moi, un mélange de reproche et de curiosité dans son regard d'adolescente. « Je sais que vous avez des questions, » commençai-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru possible quelques semaines auparavant. Je ne cherchais plus à me justifier, mais à expliquer. Le poids des mensonges avait été remplacé par celui, plus léger, de la responsabilité partagée. Ce que vous avez vu au pavillon des Sens, ce n'était pas une simple dispute. C'était la fin d'une longue mascarade. Je pris une profonde inspiration, me remémorant les longues heures passées avec Maître Leclerc, la lecture minutieuse des documents contenus dans une mallette en cuir qui avait scellé le destin de Julien. Ces papiers n'étaient pas juste des chiffres.
Ils étaient le récit d'une vie bâtie sur le sable, une vie où mon propre rôle avait été celui d'une spectatrice inconsciente. Votre père, Julien, a mené une double vie. Pas seulement avec une autre femme, mais dans ses affaires. Il a menti à tout le monde, y compris à nous. Il a pris des risques énormes, des risques qui mettaient en péril notre avenir, notre sécurité. Je m'arrêtais, observant leur réaction. Léo semblait perdu, son regard fuyant le mien. Clara, elle, fronçait les sourcils, une lueur de compréhension commençant à poindre. Elle avait toujours été la plus perspicace, celle qui devinait les non-dits. J'ai découvert la vérité, continuai-je, le ton empreint d'une tristesse résignée. Et quand j'ai compris l'ampleur de ses agissements, j'ai dû faire un choix. Continuer à vivre dans le mensonge ou affronter la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Je ne leur cachais pas la colère qui m'avait animée, ni la détermination à ne plus être une victime. J'ai décidé de ne pas me laisser détruire. J'ai décidé de me battre, pour moi et pour vous. Le mot « vengeance » ne sortit pas de ma bouche. Ce n'était plus une question de revanche, mais de rétablissement de l'ordre, de justice. Julien avait récolté ce qu'il avait semé. Mon rôle avait été de m'assurer que les graines empoisonnées qu'il avait répandues ne nous étouffent pas davantage. J'ai travaillé avec Maître Leclerc pour comprendre et assainir la situation. Ce fut un processus long et difficile. Il a fallu agir vite pour limiter les dégâts. Je leur expliquai, sans entrer dans les détails financiers trop complexes, comment les actifs avaient été gelés, comment les créanciers s'étaient manifestés. Je leur parlais de la nécessité de protéger ce qui pouvait encore l'être, de reconstruire sur des bases saines. Je sais que c'est difficile à comprendre. Vous avez toujours vu votre père comme celui qu'il voulait bien montrer. Mais la vérité est souvent plus compliquée. Et parfois, pour protéger ce qu'on aime, il faut prendre des décisions difficiles, même si elles semblent dures sur le moment. Je posai ma main sur celle de Léo, puis me tournai vers Clara. Vous n'êtes pas responsable des choix de votre père. Mais vous avez le droit de savoir. Et vous avez le droit de construire votre propre avenir, un avenir basé sur la vérité et l'honnêteté. Clara hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur un point invisible devant elle. Léo, enfant, se rapprocha de moi, cherchant le réconfort dans mes bras. Le chemin à parcourir était encore long, la guérison prendrait du temps. Mais dans leur regard, je ne voyais plus seulement la douleur de la trahison, mais aussi le début d'une nouvelle compréhension, une ouverture vers un avenir où les mensonges n'auraient plus leur place. La confrontation était terminée. La reconstruction pouvait vraiment commencer. Les derniers mots échangés avec Clara et Léo résonnaient encore en moi. La vérité, aussi brutale soit-elle, avait été dite. Le silence qui avait suivi n'était pas celui du vide, mais celui de la digestion, de la compréhension qui s'installe lentement. Je me suis levé de la table de la cuisine, le lieu de cette révélation, pour me diriger vers la fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de nuances orangées et pourpres, un spectacle à la fois familier et étrangement nouveau. Il y a peu de temps encore, ma vie tournait autour des désirs et des mensonges de Julien. L'appartement haussmannien, autrefois symbole de notre réussite sociale, était devenu une cage dorée, remplie de secrets et de faux-semblants. Aujourd'hui, il était différent. Il n'était plus le centre de mon univers, mais un simple décor, un vestige d'une vie passée. Ma véritable scène se déplaçait, se déployait au-delà de ces murs. Maître Leclerc m'avait ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas, un monde où l'intelligence et la stratégie pouvaient inverser les rôles, transformer la victime en acteur principal. Les mois qui avaient suivi la chute de Julien avaient été une période d'intense apprentissage. Les après-midi passés dans son bureau feutré, entouré de dossiers et de contrats, étaient devenus mon nouveau quotidien. Je n'étais plus la femme effacée, celle qui se contentait de suivre les directives. J'étais devenue celle qui décortiquait, qui analysait, qui planifiait. Grâce à une partie des biens récupérés, une somme qui aurait pu sembler dérisoire face à la démesure de Julien, mais qui, entre mes mains, prenait une valeur inestimable, j'avais pu amorcer ma nouvelle vie. L'idée de Sophie, cette étincelle lancée au milieu de mes lamentations, avait germé et pris racine. Tu as toujours été plus intelligente que lui, Éléonore. Il ne t'a juste jamais laissé le montrer. Ces mots, je les portais en moi comme un mantra. J'avais créé ma propre structure, une société de conseil discrète mais ambitieuse. Le café, le petit bistrot, n'était plus seulement un lieu de refuge avec Sophie, mais aussi un point de rencontre pour mes premiers clients. Des entrepreneurs, des petites entreprises qui, comme moi autrefois, naviguaient dans des eaux financières incertaines, cherchant des conseils avisés pour sécuriser leur avenir. J'avais trouvé ma voie, une voie qui me ressemblait, bâtie sur la résilience et une compréhension aiguë des mécanismes financiers, une compréhension acquise dans la douleur, certes, mais d'autant plus solide. Le smartphone d'Éléonore,
Cet outil qui avait autrefois servi à me surveiller était désormais mon principal instrument de travail. Il me connectait à mes clients, à mes collaborateurs, au marché. Les notifications n'étaient plus celles de Julien, mais celles de mes propres succès, de mes nouvelles opportunités. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi la satisfaction profonde de construire quelque chose de solide, de légitime. Ce n'était pas une transformation instantanée, pas un coup de baguette magique. C'était le résultat d'un travail acharné, d'une volonté de faire forger dans les épreuves. L'appartement haussmannien était devenu le point de départ de mes déplacements professionnels. Je me rendais à des rendez-vous importants, je négociais, je prenais des décisions qui engageaient mon entreprise, mon avenir. Ma confiance en moi grandissait à chaque succès, à chaque obstacle surmonté. Clara et Léo, bien que marqués par les événements, commençaient à s'adapter à cette nouvelle réalité. Ils voyaient leur mère active, épanouie, loin de l'ombre de Julien. Léo, avec sa sensibilité, me regardait avec une admiration nouvelle, tandis que Clara, dans son adolescence, commençait à comprendre que la force ne résidait pas toujours dans la démonstration ostentatoire, mais dans la discrétion et la persévérance. Je n'avais pas cherché la richesse pour elle-même, mais pour l'indépendance qu'elle représentait, pour la liberté de choisir mon propre chemin. La vengeance avait été un moteur, une nécessité pour me libérer, mais ce qui me guidait désormais, c'était la volonté de bâtir, de créer, de vivre pleinement. Ma vie n'était plus une imitation de celle que Julia avait volée, mais une création originale, ancrée dans mes propres valeurs. Le silence de l'appartement avait laissé place au bourdonnement discret de mon succès naissant, à son bien plus doux à mes oreilles. Le silence qui s'était installé dans l'appartement haussmannien après ma conversation avec Clara et Léo n'était plus celui de l'attente ou de la culpabilité. C'était un silence différent, plus lourd peut-être, mais teinté d'une forme de quiétude nouvelle. Le soleil déclinait doucement sur les toits de Paris, projetant des ombres allongées qui semblaient effacer les contours des anciens tourments. J'avais fait ce que je devais faire. La vérité avait éclaté, crue et sans phare, et mes enfants avaient dû l'absorber. Ce fut un moment d'une violence inouïe, mais nécessaire. Les semaines qui avaient suivi cette révélation furent une étrange période de transition. L'appartement, autrefois le théâtre de nos vies, de nos joies et de nos mensonges, était devenu le lieu de nos nouvelles réalités. Julien n'était plus qu'un souvenir douloureux, une ombre dont il fallait apprendre à se défaire. Maître Leclerc avait orchestré la suite avec une efficacité redoutable, transformant les vestiges de notre vie commune en une base solide pour mon avenir, et par extension, pour celui de mes enfants. La somme récupérée, bien que loin de la démesure de Julien, représentait une liberté nouvelle, une indépendance que je n'avais jamais connue. J'avais fondé ma propre entreprise, une société de conseil. Le café, le petit bistrot, ce lieu de refuge, était devenu un point de rencontre professionnelle, un symbole de ma résilience. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi la satisfaction profonde de construire quelque chose de tangible, de légitime. Mon smartphone, autrefois l'instrument de ma surveillance, était désormais mon outil de travail, le lien vers mes clients, mes collaborateurs, le monde des affaires. Les notifications qui s'affichaient n'étaient plus celles des exigences de Julien, mais celles de mes propres succès, de mes nouvelles opportunités. Clara et Léo, bien que marqués par les événements, commençaient à s'adapter. Léo, avec sa sensibilité, me regardait avec une admiration nouvelle, une confiance retrouvée dans ses yeux. Clara, dans son adolescence, commençait à comprendre que la force ne résidait pas toujours dans la démonstration ostentatoire, mais dans la discrétion et la persévérance. Elle me voyait désormais comme une femme forte, capable de se relever, de se battre. J'avais réussi à leur montrer que même après la chute, il était possible de se reconstruire, de trouver une nouvelle voie. Le pardon. Ce mot résonnait en moi avec une douceur inhabituelle. Le pardon pour moi-même, pour avoir été si longtemps aveugle, si longtemps soumise. Le pardon pour Julien, non pas pour effacer la douleur, mais pour me libérer de la haine qui me rongeait. Ce n'était pas une acceptation de ses actes, mais une décision consciente de ne plus laisser le passé dicter mon présent. J'avais accompli ma vengeance, non pas par la destruction, mais par la reconstruction. J'avais prouvé ma valeur, ma capacité à me relever, à prospérer. Je me souviens de cet après-midi où, assise dans mon nouveau bureau, un espace lumineux et sobre loin de l'opulence passée, j'ai ouvert une vieille mallette en cuir. Elle contenait les documents financiers qui avaient scellé le destin de Julien, mais aussi des photos de famille jaunies, des instants figés d'une époque révolue. Il y avait Clara et Léo, si jeunes, si innocents. J'ai souri, un sourire teinté de mélancolie, mais aussi d'une profonde gratitude. Ils étaient là, et ils étaient le moteur de tout. Le chemin à parcourir était encore long. La reconstruction d'une famille après une telle tempête n'est jamais une ligne droite. Mais je sentais que nous étions sur la bonne voie.
Nous avions traversé l'enfer, et nous en étions sortis, chacun à notre manière, transformés. L'appartement haussmannien n'était plus qu'un vestige, un décor de notre ancienne vie. Ma vie se déroulait désormais ailleurs, dans la lumière de mes propres réussites, dans la force de ma résilience. J'avais appris que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en indépendance, en dignité et en la capacité de se réinventer. Le pardon, pour moi-même, était la clé. Et ce pardon ouvrait la porte à un avenir où mes enfants et moi pourrions enfin respirer, libres des chaînes du passé. Ma confiance en moi grandissait à chaque succès, à chaque obstacle surmonté. Clara et Léo, bien que marqués par les événements, commençaient à s'adapter à cette nouvelle réalité. Ils voyaient leur mère active, épanouie, loin de l'ombre de Julien. Léo, avec sa sensibilité, me regardait avec une admiration nouvelle, tandis que Clara, dans son adolescence, commençait à comprendre que la force ne résidait pas toujours dans la démonstration ostentatoire, mais dans la discrétion et la persévérance. Je n'avais pas cherché la richesse pour elle-même, mais pour l'indépendance qu'elle représentait, pour la liberté de choisir mon propre chemin. La vengeance avait été un moteur, une nécessité pour me libérer, mais ce qui me guidait désormais, c'était la volonté de bâtir, de créer, de vivre pleinement. Ma vie n'était plus une imitation de celle que Julia avait volée, mais une création originale, ancrée dans mes propres valeurs. Le silence de l'appartement avait laissé place au bourdonnement discret de mon succès naissant, à son bien plus doux à mes oreilles. Le silence qui s'était installé dans l'appartement haussmannien après ma conversation avec Clara et Léo n'était plus celui de l'attente ou de la culpabilité. C'était un silence différent, plus lourd peut-être, mais teinté d'une forme de quiétude nouvelle. Le soleil déclinait doucement sur les toits de Paris, projetant des ombres allongées qui semblaient effacer les contours des anciens tourments. J'avais fait ce que je devais faire. La vérité avait éclaté, crue et sans phare, et mes enfants avaient dû l'absorber. Ce fut un moment d'une violence inouïe, mais nécessaire. Les semaines qui avaient suivi cette révélation furent une étrange période de transition. L'appartement, autrefois le théâtre de nos vies, de nos joies et de nos mensonges, était devenu le lieu de nos nouvelles réalités. Julien n'était plus qu'un souvenir douloureux, une ombre dont il fallait apprendre à se défaire. Maître Leclerc avait orchestré la suite avec une efficacité redoutable, transformant les vestiges de notre vie commune en une base solide pour mon avenir, et par extension, pour celui de mes enfants. La somme récupérée, bien que loin de la démesure de Julien, représentait une liberté nouvelle, une indépendance que je n'avais jamais connue. J'avais fondé ma propre entreprise, une société de conseil. Le café, le petit bistrot, ce lieu de refuge, était devenu un point de rencontre professionnelle, un symbole de ma résilience. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi la satisfaction profonde de construire quelque chose de tangible, de légitime. Mon smartphone, autrefois l'instrument de ma surveillance, était désormais mon outil de travail, le lien vers mes clients, mes collaborateurs, le monde des affaires. Les notifications qui s'affichaient n'étaient plus celles des exigences de Julien, mais celles de mes propres succès, de mes nouvelles opportunités. Clara et Léo, bien que marqués par les événements, commençaient à s'adapter. Léo, avec sa sensibilité, me regardait avec une admiration nouvelle, une confiance retrouvée dans ses yeux. Clara, dans son adolescence, commençait à comprendre que la force ne résidait pas toujours dans la démonstration ostentatoire, mais dans la discrétion et la persévérance. Elle me voyait désormais comme une femme forte, capable de se relever, de se battre. J'avais réussi à leur montrer que même après la chute, il était possible de se reconstruire, de trouver une nouvelle voie. Le pardon. Ce mot résonnait en moi avec une douceur inhabituelle. Le pardon pour moi-même, pour avoir été si longtemps aveugle, si longtemps soumise. Le pardon pour Julien, non pas pour effacer la douleur, mais pour me libérer de la haine qui me rongeait. Ce n'était pas une acceptation de ses actes, mais une décision consciente de ne plus laisser le passé dicter mon présent. J'avais accompli ma vengeance, non pas par la destruction, mais par la reconstruction. J'avais prouvé ma valeur, ma capacité à me relever, à prospérer. Je me souviens de cet après-midi où, assise dans mon nouveau bureau, un espace lumineux et sobre loin de l'opulence passée, j'ai ouvert une vieille mallette en cuir. Elle contenait les documents financiers qui avaient scellé le destin de Julien, mais aussi des photos de famille jaunies, des instants figés d'une époque révolue. Il y avait Clara et Léo, si jeunes, si innocents. J'ai souri, un sourire teinté de mélancolie, mais aussi d'une profonde gratitude. Ils étaient là, et ils étaient le moteur de tout. Le chemin à parcourir était encore long. La reconstruction d'une famille après une telle tempête n'est jamais une ligne droite. Mais je sentais que nous étions sur la bonne voie. Nous avions traversé l'enfer, et nous en étions sortis, chacun à notre manière, transformés. L'appartement haussmannien n'était plus qu'un vestige, un décor de notre ancienne vie.
Ma vie se déroulait désormais ailleurs, dans la lumière de mes propres réussites, dans la force de ma résilience. J'avais appris que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en indépendance, en dignité et en la capacité de se réinventer. Le pardon, pour moi-même, était la clé. Et ce pardon ouvrait la porte à un avenir où mes enfants et moi pourrions enfin respirer, libres des chaînes du passé.